Bienvenue à la suite du cours DBA. Alors, après avoir présenté l'architecture générale d'un serveur Oracle et l'architecture mémoire, SGA et PGA, on va présenter aujourd'hui, via cette séance, le process architecture, l'architecture processus. Alors, il y a trois grands types de processus. On va mettre l'accent, on va zoomer sur process user, surtout database process, et aussi il y a daemon application process. Alors, processus utilisateur is the application or tools that connect to the Oracle database. Donc, l'application user process, processus utilisateur, c'est tout simplement un outil qui permet de se connecter à la base de données Oracle et il est démarré normalement au moment où un utilisateur de la base de données effectue une demande de connexion au serveur de base de données Oracle. Voilà. Alors, il reste maintenant la partie database process. Database process, il y a deux grandes types de processus. Il y a le server process et background process. Server process, processus server. Donc, connect to the Oracle instance and is started with when a user establishes a session. C'est-à-dire, ce processus serveur, c'est tout simplement aussi un outil qui permet de se connecter à l'instance Oracle et il est démarré lorsqu'un utilisateur établit une session. Donc, quand est-ce qu'on peut avoir ce serveur process server? Lorsque un utilisateur démarre une session, à ce moment-là, automatiquement, le processus serveur est démarré. Il y a aussi le background process, autrement dit processus arrière-plan. Alors, se sont lancés normalement au démarrage d'une instance. Are started when an Oracle instance is started. Donc, ils sont lancés au démarrage d'une instance Oracle et ce processus d'arrière-plan, il gère les relations entre les structures physiques et les structures mémoire, autrement dit, entre la base de données et l'instance. Alors, il y a aussi la partie daemon application processus, là où on trouve networking listener and grid infrastructure daemon. Alors, on va détailler cette partie des processus. Alors, le schéma du serveur Oracle, comme on remarque, c'est un schéma du serveur base de données Oracle Database. Donc, il représente les différents processus et types de processus utilisés. On remarque différents types de processus. Alors, on peut dire tout simplement, un processus, c'est quoi le rôle déjà d'un processus? Et c'est quoi un processus? C'est juste la main plus simple, c'est un moyen de transport entre les différentes composantes de serveur Oracle. Lorsqu'on parle de serveur Oracle, pour mieux l'expliquer, on l'explique sous forme des composantes. Alors, celui qui joue le rôle du moyen de transport pour ces composantes, c'est un processus. Alors, on va voir le processus utilisateur. Alors, c'est quoi le processus user process? C'est un programme qui demande une interaction avec le serveur Oracle. Je veux donc je veux par exemple, comment dirais-je, accéder à la base de données. Pour accéder à la base de données, tu vas demander une interaction au serveur Oracle. Alors là, il doit d'abord établir une connexion et il n'entre pas directement en interaction avec le serveur Oracle. Il entre via ce serveur processus. Et ce serveur processus, ou bien le processus serveur, c'est un programme qui entre directement en interaction avec le serveur Oracle. Donc là, le serveur processus serveur, il entre directement avec le serveur Oracle. Par contre, le user process, non, il entre via ça, via le processus serveur. Donc, ce processus serveur, il répond aux appels générés et renvoie les résultats. Donc, les processus serveurs, ils gèrent les requêtes des utilisateurs qui demandent une connexion à la base de données. Donc, d'une façon générale, le processus serveur gère la communication entre SG1, voilà, et le processus utilisateur. Et plus précisément, il permet d'analyser, d'exécuter les requêtes SQL des utilisateurs, de lire les fichiers de données, de placer les blocs de données correspondants dans la SG1 et de renvoyer les résultats de commandes SQL au processus utilisateur. Voilà le rôle de processus serveur. Donc, processus serveur, il sert c'est le serveur de l'utilisateur. Qui va servir l'utilisateur, c'est le processus serveur.
Alors, il y a aussi le processus arrière-plan. Le processus arrière-plan, là, gère et applique les relations entre les structures physiques et les structures mémoire. Donc, ces relations entre tout ce qui est structure physique et les structures mémoire. Alors, on peut voir donc des exemples. Il y a des processus d'arrière-plan qui sont obligatoires et non, et d'autres qui sont facultatifs. Par exemple, DB-Writer, Paymon, SMON, LG-Writer, Checkpoint, ça, ce sont des processus obligatoires. Il y a d'autres qui ne sont pas obligatoires, tels que RCN, de l'archivage, CGQ0, coordonnateur job queue, DNN, répartiteur, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs processus qui ne sont pas obligatoires. Donc, on va essayer aujourd'hui, ou bien durant cette séance, de détailler plus de détailler ou bien de mettre le focus sur les processus obligatoires plus que les processus optionnels. Alors, le processus LG-Logwriter processus, LG-Writer. Le processus LG-Writer, comme le processus Database Writer, c'est un moyen de transport. Mais cette fois-ci, il est entre le Redolog Buffer et le Redolog Files. C'est un moyen de transport entre ces deux composantes. Donc, le processus Logwriter est responsable de Redo. Redo, c'est-à-dire quoi? Redo, déjà le mot Redo, c'est refaire. Donc, il est responsable de l'écriture des données Redolog Buffer dans un fichier de journalisation Redo sur le disque. LG-Writer démarre et coordonne plusieurs processus d'aide qui effectuent simultanément une partie du travail et par suite assure une certaine rapidité. Donc, LG-Writer délègue les opérations à LGNN. LGNN, voilà, qui vont assurer des opérations simultanées. Donc, le processus LG-Writer effectue des opérations d'écriture séquentielle à partir du tampon de journalisation Redolog Buffer vers le fichier de journalisation Redolog Files dans les cas suivants. Quand est-ce? Lorsqu'une transaction est validée par commit, d'accord? Lorsqu'un tiers du tampon de journalisation est occupé, c'est-à-dire Redolog Buffer il est atteint à un tiers plein, donc à ce moment-là, il va être déclenché. Lorsque le tampon de journalisation contient plus que 1 mégaoctet, plus de 1 mégaoctet de modifications enregistrées, donc s'il y a plus de 1 mégaoctet d'informations de log contenues dans le buffer, le processus il va être déclenché. Aussi, avant que le processus Database Writer n'écrive les blocs modifiés du cache tampon dans la base de données vers les fichiers de données. Donc, avant qu'il écrive dans le fichier de données, il déclenche pour écrire toutes les modifications qui ont été faites sur le Redolog Files. Voilà. Donc, et aussi, donc, autrement dit, donc dans ce sens-là, avant que le processus de database writer se déclenche, autrement dit, on peut dire toutes les 3 secondes. C'est comme le database writer. Voilà. Le processus LG-Writer, il effectue ses opérations d'une façon séquentielle et circulaire. Séquentielle et circulaire d'une façon lorsque le LG-Writer écrit ses entrées à partir de le Redolog Buffer dans un fichier de journal Redolog File, ce processus peut alors copier de nouvelles entrées sur les entrées dans le Redolog Buffer qui ont été écrites sur le disque. Autrement dit, il va les écraser. Voilà. Donc, circulaire, séquentiel, une fois on atteint à la limite, il va écraser les autres si d'autres processus ne sont pas déclenchés. On va voir plus loin d'autres processus pour ne rien écraser. Alors, comme le database writer, DBWN, le LG-Writer écrit normalement assez vite pour s'assurer que l'espace est toujours disponible dans le tampon pour des nouvelles entrées. Donc aussi, il doit s'assurer qu'il y ait des tampons qui sont vides pour écrire. Sinon, il y a d'autres processus qui peuvent faire l'affaire. Alors, on vient de définir maintenant le processus LG-Writer et le processus Database Writer. Ces deux processus, donc Database Writer permet d'écrire sur les fichiers de données au niveau de la base de données et LG-Writer, il permet d'écrire sur les fichiers de journalisation.
Maintenant, au niveau du processus checkpoint, il permet de faire quoi? On voit ici, il permet de synchroniser entre data control file et data file. Donc, c'est une synchronisation entre ces deux fichiers. Control file, comme vous savez, c'est tout ce qui est des données du système, de la base de données, à savoir le nom de la base de données, quand est-ce qu'elle a été créée, les différents fichiers de données, de journalisation, l'emplacement où il se trouve. Donc, ce fichier de contrôle, il est vraiment nécessaire pour le démarrage de l'instance et puis le démarrage, démarrage de l'instance et par la suite, au niveau de la base de données, si on veut l'accès à la base de données plutôt. Alors, maintenant, ce processus, comment il travaille? Il travaille avec ce qu'on appelle le point de reprise. Ce processus, checkpoint, il exécute les opérations du point de reprise à l'aide du système Change Number, SCN, qui consiste à faire appel à un processus database writer. C'est à travers ce numéro, bien le processus checkpoint, il fait appel au processus database writer pour écrire le contenu, voilà, et quel contenu exactement? Les contenus, ce qu'on appelle les blocs modifiés ou bien les dirty blocks du buffer data cache sur le disque, afin d'éviter une perte des données en cas de panne ou de système ou bien de la base de données. Aussi, ce checkpoint, il met à jour les entêtes des fichiers de données, c'est-à-dire les SCN. Tous les fichiers de données, ils ont le SCN. C'est quoi un SCN? System Change Number, un numéro qui est normalement dans les entêtes des fichiers. Ils doivent être le même numéro. Pourquoi le même numéro? Par exemple, on a un fichier de données qui contient une table employée, l'autre fichier, il contient table département. On doit avoir une mise à jour entre la table employée et table département. Un employé, il appartient à un département et l'attente d'employé ou bien un employé, il est déjà dans ce département. Ils doivent avoir cette mise à jour. Donc, un point de reprise, c'est une structure tout simplement de données qui définit un numéro de changement du système SCN au niveau de la base de données. Alors, les points de reprise en général sont enregistrés dans le fichier de contrôle. C'est là où ils sont enregistrés les points de reprise. Et dans chaque entête de fichier de données, chaque entête là, ils sont enregistrés les SCN. Donc, les SCN, ils sont des éléments, bien un élément crucial pour la récupération de la base de données. On se base sur ces numéros-là pour récupérer la base de données dans le cas de crash. Donc, lorsqu'un point de reprise se produit, par exemple, Oracle Database doit mettre à jour les entêtes de tous les fichiers de données pour enregistrer les détails du point de reprise. Ceci est fait par le processus checkpoint. Donc, checkpoint, il permet de mettre à jour tous les fichiers des données ainsi que les fichiers de contrôle. Donc, le processus checkpoint, il n'écrit pas normalement des blocs sur le disque. C'est qui écrit le bloc sur le disque? C'est le database writer. Donc, le database writer, il effectue ce travail-là. Les systèmes change number, les SCN enregistrés dans les entêtes de fichiers garantissant que toutes les modifications apportées au bloc de base de données. Là, il garantit la synchronisation entre le control file et data file. Mais qui écrit sur les data files, c'est le database writer, DB writer. Donc, checkpoint, c'est un événement qui se déclenche. Quand est-ce qu'il est déclenché? Lorsqu'un changement de groupe de read log file. S'il y a un changement, on va voir par la suite au niveau du cours sur les log files qu'il s'agit d'un groupe. Et lorsqu'on change d'un groupe à un autre, il y a le checkpoint qui doit mettre à jour tous les fichiers. Un arrêt normal de la base, s'il y a un arrêt normal, donc là, avant de faire la fermeture totale, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre à jour tous les fichiers. Donc, c'est le rôle de checkpoint. Ou bien une demande explicite de l'administrateur, c'est l'administrateur qui veut mettre à jour, ou bien une limite définie par les paramètres d'initialisation. C'est au moment de, par exemple, log, checkpoint, intervalle. Ça, c'est un paramètre qui permet de dire à chaque intervalle quand est-ce qu'on peut faire des checkpoints, intervalle par intervalle. Ou bien log checkpoints, par exemple, timeout, il y a un timeout, on peut définir ça au niveau des paramètres d'initialisation. Voilà. Donc, pour mieux expliquer ce checkpoint, on va vous montrer ce schéma-là. Regardez là, pardon.
Pardon. Alors là, c'est Database Writer qui permet depuis Database Buffer Cache, on va écrire sur les fichiers de données. Normalement, on a vu donc Redolog Buffer sur les fichiers de journalisation à travers LG Writer, mais on ne peut faire ni ça que le checkpoint nous donne cette possibilité. Donc, on doit premièrement mettre à jour les deux fichiers, le contrôle et data file. Et comment on peut faire? Lorsqu'on demande, par exemple, d'écrire sur les fichiers de journalisation via LG Writer, normalement, elle va mettre aussi ça au niveau de control file. Le control file, parce que si on veut écrire, avant même d'écrire, on doit premièrement, avant d'écrire via Database Writer, on doit écrire sur les fichiers de journalisation toutes les modifications qui ont été faites. Primo. Et avant de faire ça, on doit aussi faire ça dans le control file. On doit informer les fichiers de contrôle par toutes les modifications qui ont été faites. Et ce fichier de contrôle, normalement, il fait quoi? Pour écrire sur les fichiers de contrôle, on doit donner l'ordre à comment dirais-je ici, fichier de contrôle, voilà, pour écrire sur les fichiers de contrôle, le fichier de contrôle, elle va mettre à jour ça avec les fichiers de données. Donc, je répète, les fichiers LG journalisation, elle va informer les fichiers de contrôle. Les fichiers de contrôle, elle va informer les fichiers de données. À ce moment-là, on peut écrire sur Database Writer. Alors, j'espère que c'est clair sur cette partie-là. Je répète, pour écrire sur Database Writer, on doit premièrement enregistrer les modifications dans Redolog File, pardon. Ici, Redolog File. Et pour écrire dans Redolog File, on doit informer le control file, les fichiers de contrôle. Et les fichiers de contrôle, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va mettre un checkpoint. Checkpoint, il va mettre à jour toutes les SCN, les entêtes de fichiers de control file, Redolog File et Database File. Ils sont tous mis à jour. À ce moment-là, on peut écrire sur Database Writer. Voilà. Alors, concernant ce processus, SMON, System Monitor Process, elle permet de faire deux choses essentielles. C'est la récupération de l'instance et le nettoyage de ces segments temporaires. Alors, en fait, le processus SMON, le System Monitor, vérifie la synchronisation des données. Premièrement, pour la récupération, et exécute le contenu de Redolog File. On va vérifier le Redolog File au niveau du fichier de données qui contient toutes les modifications pour pouvoir récupérer l'instance. Si l'instance, dans le cas où l'instance crash, dans le cas de shutdown, par exemple, à burst. Donc, il nettoie aussi, on a dit, les segments temporaires après leur utilisation et défragmente les fichiers de données et tablespace. Elle défragmente les fichiers de données et tablespace pour avoir des big space. D'accord? Donc, le processus de moniteur système SMON effectue la récupération de l'instance, réimplémente des modifications dans les fichiers de journalisation en ligne, elle ouvre la base de données pour permettre l'accès aux utilisateurs et, bien sûr, elle annule toutes les transactions qui sont non validées. Aussi, on a dit, elle permet de fusionner entre la fusion de l'espace libre pour avoir un big espace. Et il fait la libération des segments temporaires. Alors, concernant le paiement, processus monitor. Alors, le paiement, qu'est-ce qu'il fait? Il gère surtout les processus des utilisateurs. Si, par exemple, file user process, il y a un crash au niveau de la connexion avec le processus utilisateur, on a dit toutes les données d'utilisateur dans le PGA. Il permet de récupérer les données qui sont dans le PGA, les données d'utilisateur, et aussi qui sont bien sûr générées par ces PGA qui normalement fait partie de server process, généré par le processus serveur. Bon, le processus paiement gère surtout les processus des utilisateurs. C'est ça la responsabilité numéro 1. Surtout les processus des utilisateurs. Il annule en fait les transactions d'une session. Donc, toutes les transactions d'une session, par exemple, il annule la session d'un utilisateur si celle-ci crash. Dans le cas où elle crash, elle est interrompue. Il sert aussi à enlever tous les verrous posés lors d'une session et à relâcher toutes les ressources mises à la disposition pour la session s'il y a par exemple un échec du système ou bien la session utilisateur. Donc, processus monitoring,
processus paiement. Elle effectue, je répète, la récupération du processus lorsque un processus utilisateur crash. Donc, si jamais on a un crash au niveau du processus utilisateur, suite à l'échec, par exemple, de processus, le processus d'arrière-plan et paiement exécute des opérations de nettoyage. Il permet de nettoyer. Il annule, par exemple, la transaction en cours de l'utilisateur, en cours de l'utilisateur, et il récupère les données utilisateurs, comme on a dit tout à l'heure, qui se trouvent dans le PGA, la zone PGA. Et nettoie toutes les zones de SGA utilisées par la session de l'utilisateur. Tout ce qui a utilisé l'utilisateur, il va les nettoyer. Il libère d'autres ressources réservées par l'utilisateur et il redémarre tous les processus tels que checkpoint, LGRiser, DBRiser en cas de crash. Il permet de démarrer ces processus. Voilà, donc c'est ça le rôle de Pemon. Bon, pour RECO, Recover Process, processus RECO, quand est-ce qu'on peut parler de ce processus? Lorsqu'il s'agit d'une Used with Distributed Database Configuration, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un système de base de données distribué. À ce moment-là, on parle de RECO, le processus RECO, qui est normalement un processus optionnel. RECO, c'est un processus optionnel et il permet de résoudre les transactions interrompues brutalement dans un système de base de données distribuée. Par exemple, un système de réplication de base de données. Donc, le processus RECO est un processus d'arrière-plan qui est utilisé avec la configuration de base de données distribuées qui résout automatiquement les défaillances impliquant des transactions distribuées. Lorsqu'on a déjà des transactions distribuées, système distribué, des transactions distribuées, donc le processus dans ce cas RECO d'une instance se connecte automatiquement à d'autres bases de données impliquées dans cette transaction distribuée dans le doute. Donc, dans ce cas, dans ce problème, donc la transaction qui est en problème, il essaie de se connecter avec les autres bases où la transaction a une relation avec ces bases-là. Donc, lorsque le processus RECO rétablit une connexion entre les serveurs de base de données concernés, il résout automatiquement toutes les transactions en problème. Alors, si le processus RECO ne parvient pas à se connecter à un serveur distant, RECO, il tente automatiquement de se connecter à nouveau après un intervalle chronométré. Voilà. Donc là, tout simplement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de résoudre les problèmes qui sont normalement dans un système distribué et elle essaie de résoudre les transactions qui sont normalement utilisées sur plusieurs bases de données. Donc, il essaie de se connecter à la base et résoudre ces transactions-là. Et dans le cas où il n'arrive pas à se connecter, il essaie de se reconnecter dans un intervalle chronométré. Alors, pour le processus LREG, Listener Registration Process, Listener. Alors, on a déjà parlé de Listener. Listener, qu'est-ce qu'il fait? Alors, le processus LREG, il enregistre les informations sur l'instance, toutes les informations sur l'instance de base de données et les processus des répartiteurs auprès de listener ou bien parfois on dit l'auditeur ou listener. Alors, Oracle Datanet. Le LREG, donc ce Listener Registration Process, fournit au listener les informations suivantes. Je rappelle que ce LREG, comme le processus RECO, ce sont des processus optionnels. Alors, le LREG, il fournit au listener les informations suivantes. Le nom des services de la base de données, le nom de l'instance de la base de données associée au service et à sa charge actuelle et maximale, les gestionnaires de services
comment dirais-je, les répartiteurs et les serveurs dédiés sont disponibles, par exemple, y compris leur type, leur adresse de protocole et leur charge actuelle et maximale. Alors, toutes ces informations, ils sont normalement communiquées à listener. Listener, il contient, on a dit, le nom de service de la base de données, le nom de l'instance de la base de données, et les gestionnaires de services, bon, les noms de l'instance de la base de données, lorsque je parle de l'instance, associée au service, tous les services de la base, et à sa charge actuelle. La charge actuelle maintenant, elle occupe combien de charges et quel est son maximum, parce qu'on a déjà dit pour l'instance, il est normalement ensemble de SGA et processus arrière-plan. Et lorsque je dis SGA, c'est-à-dire un ensemble de zones mémoire qui sont utilisées pour chaque composante de la case. Donc, on va parler, il communique la charge maximale de cette zone mémoire. SGA. Alors, il y a aussi le processus ARCN. ARCN, tout simplement, voilà, au niveau de archive destination, il travaille avec le fichier readlog file. Le processus ARCN a comme seule fonction de copier un fichier readlog file à un autre emplacement. Cette copie se déclenchera automatiquement en mode archive-log. Ça aussi, c'est en mode optionnel. Si Archive-log comment dirais-je, s'il est activé, à ce moment-là, il va passer à l'enregistrement de ces fichiers. Sinon, on a dit qu'est-ce qu'il va passer? Il est en mode circulaire et par suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écraser les anciennes valeurs de fichiers de journalisation. Sinon, s'il est archivé, avant d'écraser ces données, elle va les enregistrer dans une autre destination. Voilà. Donc, quand on est en mode non archive-log, le processus, il n'existe pas. ARCN, il existe que si on est dans le mode archive-log. Voilà.